Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la Maison de la Poésie. Merci d'être venus aussi nombreux pour fêter avec nous la lecture dans le cadre de notre projet Reading Wild. Alors, on a beaucoup de chance avec Francesca Mantovani puisque Olivier Chaudenson nous accueille ici. C'est la 3e année qu'on a le bonheur de venir célébrer les livres et la lecture dans ce lieu magique. Alors, vous avez peut-être aperçu les photos de Francesca, tous les portraits que nous réalisons des artistes grands lecteurs, que nous rencontrons, interviewons tout au long de l'année. Et ce soir, j'ai la chance d'en recevoir quelques-uns pour qu'ils puissent partager avec vous, en live, sur scène, leur rapport à la lecture et quelques-uns de leurs livres préférés. Alors ce soir, on a la chance d'avoir 2 invités fil rouge. On retrouvera dans la deuxième partie Mathias Malzieu tout à l'heure. Mais pour l'heure et pour commencer cette soirée, j'ai l'immense joie d'accueillir Laure Adler. Alors Laure Adler, c'est évidemment une immense journaliste et une immense femme de lettres. Et c'est une très, très grande lectrice. Et ça fait très longtemps que je rêve de l'interviewer sur son rapport à la lecture et ses livres préférés. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer cette soirée, je vous demande d'accueillir Madame Laure Adler. Alors, vous pouvez poser votre sac là, et je vais vous proposer de lire en revanche sur le tabouret, si vous voulez. Ben ouais. Parce que quand j'ai eu Laure pour préparer cette soirée, elle m'a dit, mais est-ce que je vais pouvoir lire? Parce qu'elle adore lire à voix haute. Et elle va vous faire un premier cadeau avec un texte de Dionne Didion qui compte beaucoup pour elle. C'est à vous, là. Bonsoir, bonsoir. Je ne suis pas immense, mais je vais essayer de lire. Donc, je vais essayer de lire un texte d'un auteur que j'aime infiniment, qui s'appelle John Didion. Je pense que dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui connaissent cette écrivaine. Et si d'autres personnes ne la connaissent pas, ils ont de la chance parce qu'ils pourront lire ces quelques livres. Elle a très peu publié et des livres extrêmement courts qui sont à la fois des livres de poésie, de méditation philosophique et d'autofiction. C'est quelqu'un qui a été très reconnu dans les années 60, une immense journaliste, aussi scénariste de cinéma, qui a eu énormément de succès, qui a beaucoup voyagé, et puis successivement, 2 grands malheurs se sont abattus sur elle. Je vais donc lire le début d'un de ses livres, en livre de poche, qui s'intitule « Le bleu de la nuit ». Sous certaines latitudes, pendant un certain laps de temps, à l'approche et au lendemain du solstice d'été, quelques semaines en tout, les crépuscules rallongent et bleuissent. Cette période de nuit bleue n'existe pas en Californie subtropicale, où j'ai passé la plus grande partie de l'époque dont je vais parler ici, et où les jours finissent vite, engloutis par le rougeoiement du soleil couchant, mais elles existent à New York, où je vis aujourd'hui. On en remarque les prémices quand le mois d'avril touche à sa fin, et que commence le mois de mai, un changement de saison, pas vraiment un redout, pas du tout un redout en vérité, mais soudain, l'été paraît proche, une possibilité, voire une promesse. On passe devant une vitrine, on marche vers Central Park, on se retrouve baigné d'une lumière bleue. C'est la matière même de la lumière qui paraît bleue. Et pendant 1 heure environ, ce bleu s'épaissit, s'intensifie, alors même qu'il s'assombrit, puis s'estompe, se rapprochant pour finir du bleu des vitraux à Chartres par beau temps, ou du bleu des rayonnements Serenkov émis par les barres de combustible dans les bassins des réacteurs nucléaires. C'est le moment de la journée que les Français appelaient autrefois l'heure bleue. Pour les Anglais, c'était the gloaming. Le mot lui-même, gloaming, résonne et se réverbère en une myriade d'échos, gloaming, glimmer, glitter, glisten, glamour, autant de déclinaisons de la lumière dont les consonances glissantes font surgir des images de maisons aux volets clos, de jardins enténébrés, de rivières frangées de verdure dont les méandres se faufilent parmi les ombres. Quand vient la saison des nuits bleues, on a l'impression que les journées n'en finissent jamais. Et à mesure que la saison des nuits bleues se rapproche de son terme, inexorable, inéluctable, on est saisi d'un frisson,
d'une appréhension physique maladive lorsqu'on s'en avise pour la première fois. La lumière bleue s'en va, déjà les jours raccourcissent et l'été n'est plus là. Ce livre s'appelle Le bleu de la nuit parce qu'à l'époque où j'ai commencé à l'écrire, j'avais l'esprit de plus en plus souvent tourné vers la maladie, vers la fin des promesses, le déclin des jours, l'inévitable assombrissement, l'agonie de la clarté. Le bleu de la nuit, c'est le contraire de l'agonie de la clarté, mais c'est aussi son avertissement. Le temps passe. Oui, d'accord, une banalité, bien sûr que le temps passe. Alors pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi l'ai-je dit plus d'une fois? L'ai-je dit de la même façon que je dis que j'ai vécu la majeure partie de mon existence en Californie? L'ai-je dit sans entendre ce que je dis? Se peut-il que j'ai voulu dire plutôt ceci? Le temps passe, mais pas de manière assez agressive pour que quiconque s'en avise. Ou même, le temps passe, mais pas pour moi. Se peut-il que j'ai oublié de prendre en compte la nature générale ou la permanence du ralentissement, les changements irréversibles dans l'esprit et le corps, le processus qui fait qu'on se réveille un matin d'été, moins solide qu'on ne l'était, et qu'avant Noël, on se retrouve incapable de se mobiliser, toute force disparue, atrophiée, désormais inexistante. Le processus qui fait qu'on vit la majeure partie de son existence en Californie et ensuite plus. Le processus qui fait que la conscience de cette fuite du temps, de ce ralentissement permanent, de cette solidité qui s'effrite, se démultiplie, se métastase, devient la texture même de la vie. Le temps passe. Se peut-il que je n'y ai jamais cru? Ai-je cru que les nuits bleues pourraient durer à jamais? Merci beaucoup pour ce premier cadeau. Alors, peut-être dans le vif du sujet, pourquoi Dionne? Parce que je l'ai découverte assez tard. Elle est très connue aux États-Unis, mais quand je l'ai découverte, ça a été une véritable révolution mentale et psychique. Elle trouve des mots extrêmement simples pour dire ce que nous ressentons toutes et tous. Et je pense que la littérature, c'est pas fait pour faire des pauses ou prendre des pauses, c'est fait pour nous émouvoir dans notre intimité. Et donc, en tout cas, elle utilise une syntaxe, une grammaire extrêmement musicale, des phrases très très courtes. Et je disais qu'elle avait successivement eu 2 très grands malheurs. Et elle a pris la littérature non pas comme remède, mais comme instrument pour essayer de se comprendre elle-même. Et en même temps, elle a décidé de publier des textes qu'elle avait écrits au départ pour elle-même et qu'elle ne pensait pas un jour pouvoir rendre public. Elle a perdu son mari, qui était l'être qu'elle adorait le plus au monde, qui était scénariste comme elle, avec qui elle a tout partagé. Non seulement sa vie, mais les secondes de sa vie, tous ses voyages, tous les paysages. Ils nageaient beaucoup ensemble. Oui. C'était une activité amoureuse extrêmement forte entre eux. Et elle raconte, justement, dans Le bleu de la nuit, elle raconte comment, après la mort de son mari, qui est mort un soir alors qu'ils étaient rentrés, après avoir marché dans New York, il ne s'était rien passé, il n'était pas malade, tout allait très bien. Il devait sortir un bouquin 3 mois plus tard, elle en avait relu les épreuves. Bref, tout allait bien, elle préparait le dîner et puis il s'est assis autour de la table de la salle à manger et puis il est tombé. Il est parti. Et voilà, et l'ambulance est arrivée, il n'est jamais revenu. Donc elle raconte comment elle a essayé de s'en sortir et elle a essayé de s'en sortir justement grâce au clavier des mots. Et grâce à ce que permettent les mots, c'est-à-dire la remémoration, mais aussi peut-être une réminiscence des souvenirs amoureux, et notamment donc, elle raconte à l'intérieur de ce livre comment ils allaient nager tous les deux dans un endroit de Californie
près du Nil, parce que 3 fois par an, il y avait un type de marée qui faisait que la houle arrivait à tel moment, à tel endroit. Et alors, ils prenaient l'avion pour se retrouver dans cette marée, et avec leur corps enlacé. Et voilà, donc elle dit des choses extrêmement simples, extrêmement belles. Et le deuxième malheur qui lui soit arrivé, c'est que très peu de temps après avoir perdu son mari de manière extrêmement violente et rapide, eh bien, elle a perdu sa fille adoptive. Voilà. Et là aussi, elle a écrit un livre absolument magnifique. Et vous ? Mais il n'y a pas que le malheur qui la fasse écrire, oui. Je précise. Et vous, la lecture de ce livre, qu'est-ce que ça vous... Parce qu'effectivement, vous disiez c'est son histoire personnelle, mais vous, en tant que lectrice... C'est un livre qui est sur ma table de chevet, qui l'est depuis longtemps, que je peux ouvrir aussi bien le matin en me réveillant. Enfin, le matin en me réveillant, non, je lis autre chose, je ne lis qu'une chose. Mais disons, vous après lisez avoir quoi, le lu... matin, alors, en vous moi, c'est la Bible. Mais après l'Ancien Testament, voilà... Ouais. Je peux le lire, mais je peux le relire aussi à n'importe quel moment des saisons, à n'importe quel moment d'une journée, à n'importe quel moment d'un week-end. Il y a des livres qui sont des espèces de ressources, des espèces de puits aussi, de solitude. C'est aussi une manière d'entretenir son rapport avec soi-même. C'est des livres qui vous permettent de regarder le monde autrement et de trouver... pas seulement du plaisir, mais aussi de l'énergie mentale. Votre premier souvenir de lecture fort, d'un premier contact très fort avec un livre ? Je suis une lectrice très tardive. Et je conseille aux personnes qui ont des enfants dans cette salle de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites avec les miens, c'est-à-dire de ne pas les obliger à lire, parce que ça peut éloigner les enfants et les adolescents, surtout du désir de lire. Et moi, je n'ai pas du tout été ni un enfant, ni une adolescente, ni même une vieille adolescente qui aimait lire. Je n'aimais pas du tout lire. Et c'est mon premier amoureux qui m'a donné... Vous aviez essayé ? Vous aviez eu des... Je trouvais ça con. Je trouvais ça con, les gens je trouvais que c'était des gens qui faisaient les importants, les intéressants, qui faisaient semblant d'être cultivés, d'avoir des choses à nous dire qu'ils avaient lues, alors que ce n'étaient pas des choses qu'ils pensaient eux-mêmes. Enfin, donc je ne comprenais pas. Je trouvais ça prétentieux. Donc j'ai résisté pendant longtemps. Et puis un jour, mes parents, croyant que j'allais apprendre l'anglais en allant en Angleterre, m'ont envoyé en Angleterre. Et là, je n'ai pas du tout appris l'anglais parce que je suis tombée amoureuse d'un Français qui, lui, lisait beaucoup. Ah, voilà. Et voilà. Et c'était le premier livre, c'était très tardif. Et c'était L'écume des jours de Boris Vian. C'était pas mal hein, comme début. Et c'est votre amoureux qui vous l'a passé ? Ouais. Ça a commencé comme ça. Non, parce que vous êtes quand même tombée amoureuse finalement d'un grand lecteur. De l'amoureux, mais pas de l'amour du livre. Parce que du coup, vous êtes quand même tombée amoureuse d'un grand lecteur. Oui. Ouais. Mais c'est plutôt parce qu'il m'a offert Boris Vian, je crois. Et alors après, vraiment Boris Vian, donc il y a un déclic avec ce livre, vraiment. Oui. Ça se passe comment le déclic ? C'est quoi ? C'est le fait que la poésie, parce que je considère que Boris Vian est un poète, un immense poète, en même temps très caustique et qui peut être très cynique. La poésie, ça vous permet de vous évader vers des choses qui paraissent inimaginables, mais qui sont vraisemblables. Et Boris Vian, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si les jeunes lisent encore Boris Vian. Si, on en parlera tout à l'heure avec Mathias. Il y a une édition anniversaire là qui est sortie. Et c'est moi, dans le cadre de mes interviews, j'ai énormément d'artistes qui m'en parlent et de jeunes artistes. Ouais. Parce que moi, j'ai relu par hasard, il y a 3 semaines, un livre qui s'intitule L'Arrache-cœur. Ouais. Et qui est d'une violence extrême et en même temps d'une immense poésie, mais en même temps un livre très politique et poétique en même temps. Et j'ai été très étonnée de la force de Boris Vian aujourd'hui.
Donc je suis très contente de savoir Oui. qu'il n'est pas aux oubliettes. Ah oui, oui, moi on m'en parle beaucoup, beaucoup. Et alors après ce premier amoureux que vous avez laissé, les autres livres sont arrivés avec d'autres amoureux ou vraiment là vous avez... Ah non, non, là j'ai quand même pris mon autonomie. Je suis allée m'acheter des livres, je suis allée emprunter des livres dans la bibliothèque du lycée où j'étais en tant que lycéenne. Et puis là, une passion a commencé qui est devenue incontrôlable et incontrôlée. Vous lisez combien de livres par semaine? Je vous demande pas Ça par dépend. jour, mais... Ça peut arriver plusieurs par jour. Ouais. C'est des bonnes journées pour Oui. moi. Au moins, j'ai l'impression d'avoir accompli non pas un chemin, mais des cheminements. Ouais. Parce que c'est toujours aller dans les broussailles, ouvrir un livre et puis ensuite essayer de l'apprivoiser, de s'introduire dans l'univers mental de l'écrivaine ou de l'écrivain, de pas savoir trop bifurquer, de pas faire 50 choses dans sa tête en même temps pour pouvoir être vraiment complètement dans le pacte que l'écrivain vous propose, de pas répondre au téléphone, de pas aller regarder son portable, de pas regarder son ordinateur. Vraiment, ça, vous y arrivez vraiment. Vous vous plongez, vous ça, respectez ce pacte. Sans ça, c'est pas lire. Si, je suis comme tout le monde, je peux me laisser distraire, mais je considère que lire, c'est faire la paix avec soi-même, c'est se mettre dans une sorte d'habitacle qui fait que, exactement comme quand on descend en sous-marin, enfin, je fais ma maline, je suis jamais descendue dans un sous-marin, hélas, mais j'imagine ce que ça peut être. En tout cas, par contre, j'ai fait de la plongée sous-marine, donc, ou faire de la plongée sous-marine. Donc, on est vraiment en immersion avec soi-même, on fait la paix avec le monde, et rien du monde extérieur ne doit pouvoir vous atteindre pour être dans le pacte que l'écrivaine ou l'écrivain vous propose. On sait très bien que écrire, c'est très difficile. Donc, ce qu'un écrivain vous offre, il faut savoir quand même être au minimum à la hauteur de cette possibilité qu'il vous offre. Alors ici, on est en immersion, il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, ou alors ils sont éteints. Et je vais vous proposer qu'on écoute peut-être Dany, j'adore. Qui va venir... Je l'admire et je l'adore depuis très longtemps, et je la rencontre grâce à vous pour la première fois. Et j'en suis ravie, et je vous ai vu échanger sur votre admiration mutuelle. Alors, mesdames et messieurs, Dany, qui nous fait le... Voilà. Bon, vous voulez... Vous allez du coup nous faire un magnifique cadeau. Voilà. Moi aussi, pardon. j'ai pas les jambes assez longues. Bonsoir, rebonsoir, pardon. Il me semblait que comme c'est un exercice que je fais pour la première fois, et pour rester un peu dans mon univers, j'ai eu envie de partager avec vous l'histoire d'une chanson. Cette chanson, c'est pas n'importe laquelle. Elle s'appelle Madame Rêve. Elle est écrite par Pierre Grillet. Donc je vais vous en lire le début. Voilà. Donc déjà, je vais lire la préface qui est super. C'est « L'amour est aveugle, ou n'est pas, ou n'est plus ». Pas mal. Pierre Grillet, au fait, j'ai oublié. Dans la vie, j'ai 2 passeports. Le second est une chanson. Madame Rêve, c'est quelqu'un. Fantasque, drôle, kleptomane, dépensière, égoïste, toxicomane, infidèle, belle et gracieuse. Elle passait partout et on lui passait tout. Madame Rêve, c'était quelqu'un avant d'être une chanson. Je parle d'elle pour la première fois. J'ai de la chance, je suis gâté. Jamais auparavant je n'aurais osé le formuler aussi simplement. Nulle autre chance que celle-là. À mes yeux, ce n'est pas un don, mais une faculté d'écrire, une faculté de traducteur. Comment font les gens qui ne peuvent rien faire de leur chagrin, qui ne peuvent rien faire de leur vie, aussi belle soit-elle, à part la vivre? Je les plains sincèrement, ils ne peuvent pas que crier quand ils souffrent ou quand ils aiment. Toi tu écris, tu t'en tires toujours. Quelqu'un m'a dit ça un jour, c'est vrai. Cela m'a sauvé et cela me sauve. On peut bien tout partager, le pire, le meilleur à 2. Celui qui repart avec la chanson, c'est moi.
C'est injuste, je ne sais pas. À ma décharge, je dirais que je ne recule devant à rien pour qu'arrivent les phrases. Vampire peut-être, j'admets qu'au fond du trou, je prends des notes. Bachung m'intimidait, je l'ai appelé Alain plus tard. J'étais intimidée avant de le connaître, pendant et aussi après. Passe-moi des textes, je les donnerai à Alain. Cette phrase, il a fallu me la répéter plusieurs fois. C'est une erreur de croire que les batteurs sont violents. Philippe Draille est doux et il a insisté gentiment. En étant tourné, c'est le moment où il réfléchit à après. Philippe a plus confiance en moi que moi-même. Pour finir, je trie, je coupe et je fais passer des bouts, 4 feuillets. Ce que je sais d'Alain Bachung, très peu. Il vit place de la République, pas très loin de chez moi, et ce n'est pas le genre de mec qui ouvre les bras, trop pudique. J'aime ces chansons qui tranchent sur le reste, j'aime ce phrasé si particulier qui donnerait, il me semble, à n'importe qui l'envie d'écrire pour lui. Boris Berman, son seul auteur jusqu'ici, force l'admiration. Il lui sert des mots nouveaux, des combinaisons qui réveillent. De loin, on a l'impression que ces deux-là ne se quitteront jamais. Je sais également, je me renseigne, que son exigence le pousse à ne jamais se répéter, c'est-à-dire ne jamais employer le même adjectif ou le même mot dans 2 chansons, même à des années d'intervalle. Elle vendait des arrosoirs, il fallait l'arroser tous les soirs. C'était une phrase parmi mes notes. Il m'a dit tout de suite avec un léger regret, « Tu vois, j'aime bien, mais l'arrosoir, je m'en suis déjà servi. » C'est drôle. Si un chemin lui apporte le succès, il bifurque aussitôt et en cherche un autre. Mais qu'est-ce qu'il cherche? J'attends qu'il me rappelle pour me dire s'il a trouvé une piste dans ma trousse. À l'une de son intransigeance, je me sens loin du compte. Il y a des mots, des phrases, des strophes, des bouts, je les appelle comme ça, que je traîne pendant des années, des dizaines d'années. Dans ce que j'ai envoyé à Alain, il y a différentes couches de ma vie, du récent et du comptoir et du sédiment. Madame Rêve s'appelle Natacha. Elle est à la fois du présent et du passé. Comme dans la nature, parfois des vieilles couches refont surface pour nous rappeler de quoi nous sommes faits. De quel volcan? Je me rappelle les premiers mots venus sur le vif. Elle rêve d'atomiseurs, d'aérosols et de cylindres si longs qui sont les seuls. Je reviens à la salle de bain. Natacha sait ce que j'ai dans les mains. Je propose, elle réclame, personne ne force la main de personne. Longtemps, il y a eu cette phrase, et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls. Elle déroulait bien cette phrase. Je l'ai aimée. Une phrase peut me rendre heureux. C'est ça le truc. J'ai la phrase. J'ai un début, un fil sur lequel tirer et marcher peut-être. Entre Natacha qui jouit et Alain qui chante, 11 ans passent. Oh oui. Lorsqu'on me demande comment vous est venue cette idée, je suis bien obligée de répondre, ce n'est pas une idée, c'est ma vie. Et quand j'entends à la radio le patron d'Universal dire « Madame est une ode à la masturbation féminine », je suis bien obligée de dire qu'il n'a pas tout compris. Disons que c'est réducteur, mais a-t-il vraiment le choix ? D'ailleurs, il ajoute « Heureusement que les gens se foutent des paroles, sinon on n'aurait jamais signé la pub pour le café. » L'ironie veut que ce soit à cause de l'attention que les gens prêtent aux mots, à leur son et à leur sens, que je me retrouve plongé dans l'aventure de ce petit livre. Depuis peu, j'ai un nouvel ami, philosophe, érudit, cinéphile et amoureux. Comment aimer? Est-ce possible? Comment ne pas se répéter éternellement? Ce sont là nos sujets de conversation, tandis que je conduis vite pour ne pas rater la séance au MK de bibliothèque. Spinoza a dit « On ne suit pas ce que l'on comprend ». Il y a des phrases comme ça qui, comme la loupe du couteau suisse, peuvent vous sauver. J'ai renoncé à me comprendre si souvent que cette phrase me parle. Elle s'adapte à tout. Je suis en train de récapituler en silence tout ce que j'ai subi faute de l'avoir compris. Quand Madame Rêve passe à la radio. Monte le son, j'adore cette chanson, je m'exécute, je le laisse dire tout le bien qu'il en pense et je lui apprends que c'est moi qui l'ai écrite. S'il en était besoin, je sens que je monte dans son estime. Pour finir, nous n'allons pas au cinéma, il me questionne, je me laisse faire et comme ça, à brûle-pourpoint, il me propose d'écrire un petit livre.
C'est son expression, instantanément. Le mot petit me rassure. Merci beaucoup. Mais c'est à lire jusqu'au bout, Madame. Merci Dany. Je vous rejoins. Alors, merci pour ce choix. Quand on s'est parlé, vous m'avez dit j'ai très envie effectivement de partager un texte qui parle et de musique et de littérature. Oui. Vous m'avez dit Madame Rêve et elle existe. Oui, c'est le livre du titre du livre, pardon. Ouais. Merci pour cette belle lecture. Alors je ne voulais pas vous laisser partir sans vous poser quelques questions de notre petit questionnaire. J'écoute. Questions. Alors Dany, quelle lectrice êtes-vous ? La lectrice que je suis, c'est en dents de scie, je crois. Comme disait Laure tout à l'heure, il me semble que quand on se met dans un livre, il faut faire... c'est comme une bulle. Si on a le téléphone, enfin, il faut relire 3 phrases avant ou 2 pages avant. Donc moi, c'est en dents de scie. Quand je m'y mets, je m'y mets. Pour vous, lire, c'est quoi ? En un mot, s'il fallait un seul mot. S'évader, je pense. Oui. Vous vous évadez par la lecture ? Si on rentre à fond dans un livre, où on l'arrête au bout de 15 pages, où on est parti, quoi. Votre premier souvenir de lecture ? Alors, premier souvenir de lecture, ça j'en suis sûre, c'était Les Malheurs de Sophie, la comtesse de Ségur. Ça, on a mis des piles, Les Malheurs de Sophie, va à l'école, enfin, comme sûrement Martine aujourd'hui, j'en sais rien. Et alors, le premier livre qui vous a marqué, qui vous a séduit, pour lequel vraiment vous avez eu un... Alors, celui qui m'a séduit, où je me suis vraiment... Je croyais que j'aurais pu l'écrire, c'est le livre de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Bonjour Tristesse, oui. Ouais, là j'étais, je sais pas, je devais avoir 16 ans ou un truc comme ça, et ce livre, ça m'a envahi. Le livre que vous emmèneriez partout avec vous ? C'est le livre que ma sœur a fait il y a assez longtemps, sur les femmes et le sport, l'athlétisme, avant-gardiste, visionnaire, et puis c'était ma sœur. Le livre que vous n'avez jamais réussi à finir ? Je me rappelle plus du titre, hein, franchement. Si je l'ai pas fini, c'est que il n'avait aucun intérêt. Le chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois ? Le chef-d'œuvre... Chef-d'œuvre, je suis un peu comme Laure, moi j'aime bien la Bible, donc pour moi c'est un chef-d'œuvre, et puis je sais pas, ça m'isole vraiment. Après il y a tout Victor Hugo que j'adore évidemment, mais bon, ça dépend, la Bible. Qu'est-ce que vous aimez chez Victor Hugo ? Je trouve que ça aurait été pour moi, je sais pas, un grand protecteur, justement, et sa façon très simple d'expliquer les choses, c'est juste top. Je ne sais pas expliquer en français. Victor Hugo. Victor Hugo. Mais c'était toujours beau d'en parler et de le partager, oui. Parce que... Oui, parce qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et faut transmettre. Et il faut transmettre. Et alors, pour terminer, si vous deviez garder qu'une seule phrase, pour vous, les livres sont quoi ? Tout d'abord, c'est un objet. Et puis, quand on a aimé le livre, il me semble qu'on le garde ou on le donne des fois à quelqu'un. Mais pour moi, c'est un très bel objet. De personnes qui savent écrire, qui vous font rêver, pleurer, emmener en voyage. Alors, c'est un magnifique objet. Oui, c'est un objet. Et je voulais... Oui. Avec des mots dedans, écrits. Mais oui, mais ça a l'air banal, mais aujourd'hui, avec la numérisation, etc., c'est impossible de lire sur un écran, quoi. C'est pas possible, ça, pour moi. Hein. Après, c'est beau, c'est rien, c'est pas mal. Mais c'est un bel objet, et je suis très contente que vous ayez été avec nous ce soir. Moi aussi. Je sais que vous préparez un très beau spectacle. On va essayer. Que vous allez créer au mois de mai, où je crois que vous allez mêler vos chansons avec des textes. Oui, justement, parce que
avec le temps qui passe, je trouve qu'il y a des écrivaines qui sont un peu oubliées. Et donc, j'ai pris des petits morceaux de phrases, de textes comme ça, puis on le met dans les chansons. C'est un exercice. Il faut bien faire un peu nouveau. Mais comme ça, on transmet. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire les lettres qu'a écrit Calamity Jane à sa fille. C'est un bijou. Voilà, donc juste une lettre, c'est pas mal. C'est pas mal, et je crois que vous serez accompagné de votre guitariste. Oui, favorite. Émilie Marche, oui, bien sûr. Ouais. Oui. Et on pourra vous écouter où? Bah, peut-être ici, j'en sais rien. Et au Festival d'Avignon, en tout cas, je bien crois. Sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Eh ben, merci beaucoup. Je sais que vous étiez très émus d'être avec nous et de partager cette lecture. Merci d'avoir été là. Merci, Dany. Magnifique moment. Vous êtes triste de voir partir Dany. Ben oui, je croyais qu'elle allait s'asseoir à côté de moi. Vous voulez que je la rappelle? Ben oui. Alors Dany, vous êtes encore là? Elle n'est pas au coin. Ah, je la vois plus. Hein. Dany. Vous voulez que j'aille la chercher? Allez, je vais aller y voir. aller. Allez. Vous voulez... Bon, si elles ne reviennent pas, on va pouvoir partager. Je vais vous soumettre le questionnaire lecture. Bon, elle faisait des choses qui n'étaient pas... Pas tout à fait, bon. Mais elle accepte de venir comme Ah, bravo. Il y a un micro qui est juste là, Dany. Voilà le micro. C'est un micro. Bah oui, j'ai vu le désespoir de Laure de vous voir vous éloigner. Alors, vous vapotiez. On dit rien. Non, j'étais dans les nuages. Non, j'étais dans les nuages atterrissés de ce moment. C'est très émouvant, je sais pas, c'est une première pour moi. Sans musique. Sans musique, et puis cette Vous pouvez rencontre. nous chanter a cappella. Hein. Nous, on adorerait. Hein. C'était les paroles, c'est... Attends. Juste... Je sens des booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues d'un corps que je t'avais donné. Bah oui, c'est une belle émotion, puis cette rencontre finalement entre vous ce soir. Avec Laure ? Bah ouais. Oui, ça c'est indicible. C'est un début. Alors, de quoi vous parliez, là? Bah, Parce que c'est bien, mais bon, on continuez. parlait de lecture, de livres, et Laure va nous parler, comme dans un vrai petit book club. En fait, vous allez nous parler de votre dernier coup de cœur. Ah oui, alors je vais vous parler. Oui, on va en parler avec Dany. Ce n'est pas un hasard. Alors effectivement, moi j'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de lire. C'est quand même absolument génial, non? Absolument divin, ouais. Alors évidemment, c'est pas tous les jours qu'on découvre des auteurs. Même s'il y a beaucoup d'auteurs absolument passionnants. C'est sûr. Mais c'est pas tous les jours qu'on découvre un univers, une langue, une manière de mettre par des mots des choses auxquelles on n'aurait jamais songé et qui tout d'un coup vous renversent. Mais vous renversent. Donc il faut lire ce livre. Ben, vous n'êtes pas obligé. Non, mais là, comme mais, c'est... mais moi, comme... voilà, il arrive chez moi beaucoup de livres. J'imagine. Donc on ouvre les paquets avec toujours le cœur qui bat un peu, en tout cas moi, et je me dis toujours, je vais trouver un livre ou un auteur
qui tout d'un coup va changer ma vie. J'attends ça tout le temps. Mais je relis beaucoup d'auteurs qui ont déjà changé ma vie. Donc il n'y en a pas tant que ça, il y en a beaucoup de formidables, il n'y en a pas tant que ça qui tout d'un coup provoquent une espèce de césure, une révolution, quelque chose qui vous arrive et qui vous, vraiment, sans que vous y preniez garde. C'est arrivé avec cet auteur dont j'avais jamais entendu parler. Il s'appelle Manuel Vilas, il est d'origine espagnole. Il vient de publier un livre. Alors, il se trouve que j'étais un peu vénère, comme disent les jeunes, parce que j'ai découvert ce texte au mois de juin, quand il est arrivé sous épreuve, et j'ai harcelé mon amoureux, mes enfants, mes amis, tous mes amis, en leur disant « Vous connaissez Manuel Vilas, il faut que vous le lisiez ». Et puis, ce type, il a eu un prix. Donc, ça veut dire que les jurys littéraires lisent très bien. Ils font très bien leur travail, mais j'étais déçue. En quelque sorte, j'étais jalouse parce que j'avais l'impression d'avoir découvert toute seule un auteur. Mais non, maintenant, il est un peu connu. En Espagne, et c'est tant mieux pour lui. Et en Espagne, c'est un très grand succès. Et alors, c'est un type qui, manifestement, a reçu beaucoup de prix de poésie en Espagne. Et je vais vous lire un très court extrait, puisqu'on m'a dit de lire court. Mais c'est mieux quand c'est court. On peut lire longtemps aussi. Non, mais ça va. Alors donc, c'est un auteur qui a une quarantaine d'années. Il est venu en France pour recevoir son prix. Comme une groupie, comme vous devez en avoir beaucoup. Moi, je suis une groupie de vous, mais je ne vous avais jamais rencontré. Et bien là, je suis devenue groupie de Manuel Vilas. Donc, je suis allée lui dire ma flamme. Ben, pas mal. Il est pas mal. Mais alors, ce qui est marrant, alors attendez, je termine vite. Ce qui est marrant, c'est que ce livre s'est construit sur un très grand malheur. Et c'est l'écriture du désastre. Et pour moi, il est vraiment dans la ligne de Franz Kafka. C'est dire à quel point je le porte haut. Hein. Mais donc, je vais le voir dans ce cocktail littéraire où personne n'écoute personne et tout le monde regarde par-dessus l'épaule de l'autre pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un de plus intéressant avec qui vous pouvez échanger 3 mots. Mais moi, je l'ai coincé, le Vilas. Et je lui ai raconté pourquoi je l'aimais tellement. Et je lui ai dit, vous allez continuer à écrire parce que ça a dû être dur d'écrire ce livre sur le désastre de votre vie. Il me dit, oui, j'ai terminé un livre hier. Ah, je lui dis, ah bon? Et je lui dis, c'est sur quoi? Il me dit, c'est sur mon bonheur. Il s'est fait quitter, il a trouvé une autre femme, et maintenant, c'est l'homme le plus heureux du monde. Donc, le prochain qui va sortir, ça va être sur le bonheur. Ah, c'est bien. J'espère que ça sera aussi bien que sur le malheur. Donc, je vais vous lire un extrait d'Ordessa. J'espère que vous allez aimer. Bon, moi, c'est mon premier book club avec Laura Adler et Dany. Hein. Ah je oui. pense qu'on va faire ça tous les mois. Donc, c'est un livre très lacunaire, c'est un livre très discontinu. C'est un livre constitué de chapitres qui n'ont pas ni ordre chronologique, ni ordre thématique, ni ordre sentimental, ni ordre intellectuel. Il faut le suivre. On est dans son cerveau et dans les labyrinthes de son cerveau. Donc je prends au hasard une double page. En fait, c'est un livre sur l'amour de ses parents, tous les deux disparus. À la fin des années 60, mon père nous emmenait en vacances dans une pension d'une petite ville de montagne, Jaca. Il connaissait l'établissement par son travail de voyageur de commerce et selon lui, on y mangeait très bien. Il était ravi de nous y emmener, d'être là avec sa famille, d'être avec les siens, dans un endroit où il se rendait habituellement seul et de nous faire cadeau de sa découverte. C'est ça, il nous offrait une découverte, une victoire. Il avait raison. On mangeait très bien dans cette pension. Il faisait une omelette exquise et mystérieuse dont je n'ai jamais retrouvé le goût dans aucune autre omelette. J'avais 7 ans à l'époque, c'était donc plus ou moins en 1970. L'image que j'ai de ces années implique une distorsion immatérielle. Je vois des choses qui brillent, de la poussière jaune, des grands meubles anciens à l'état liquide, des corps irréels, des odeurs saines mais défuntes. Autrefois, je crois que les odeurs étaient plus agréables. Enfin, peut-être pas plus agréables, mais plus naturelles.
La salle de restaurant de la pension avait un petit air du XIXe siècle. C'est en tout cas ainsi que je me la rappelle. Très blanche. Les nappes étaient coupées dans du bon tissu. Un escalier en bois menait aux chambres dont les portes étaient hautes. Les lits m'effrayaient. Pour le dîner, il y avait au dessert un délicieux flan maison. On me laissait entrer en cuisine. Je n'avais jamais mis un pied dans la cuisine d'un restaurant et j'avais été impressionnée par ses grandes dimensions, toutes ces poêles, ces casseroles et ces personnes au travail. Nous nous promenions dans Jaca, qui me paraissait une très jolie petite ville, sauf qu'il n'y avait pas de plage. Je n'arrivais pas à comprendre qu'il n'y ait pas de plage sur notre lieu de vacances. Ma mère m'emmenait à la piscine municipale. C'est là qu'on m'a appris à nager et que j'ai beaucoup bu la tasse. C'était l'époque du boom des piscines municipales. Toutes les villes de plus de 10 000 habitants s'étaient émancipées des rivières et des fleuves. L'Espagne était devenue une série de communes qui construisaient des piscines municipales. Alors nous avions oublié les fleuves et les rivières qui ont fini par devenir des déversoirs. Il y a longtemps que cette pension a fermé. J'ignore ce qu'on a fait des nappes si blanches, des poêles, des lits, des meubles, des couverts et des draps. Les choses meurent-elles aussi ? La mort des objets est importante. Elle signifie la disparition de la matière, l'humble matière qui nous a accompagnés et est restée à nos côtés tout au long de nos vies. Mais je me suis trompée de page. C'est pas celle-là que je voulais lire. Elle est pas mal, mais est-ce que je peux continuer ? Vous voulez négocier pour en lire une autre, voilà. Vous me donnez l'autorisation ? Absolument, je crois que le public... Mais là, celle-là, elle est bien, hein, mais je vous en lis une autre. Parce qu'en fait, ce qu'il raconte aussi, c'est l'Espagne du franquisme. La manière dont le franquisme, lui, il est à gauche, même à la gauche de la gauche. Hein, et ses parents l'étaient aussi. Ils étaient d'un milieu extrêmement pauvre. Et donc, il raconte comment le franquisme est rentré à l'intérieur des mentalités de chacun et de chacune en Espagne, dans le quotidien de la vie, dans la vie matérielle, pour reprendre une expression de Marguerite Duras. Mais il raconte aussi, ce Manuel Villas, à quel point, par désespoir, il a commencé à devenir alcoolique. Alors, je vais vous lire une page où il raconte comment il a réussi à se sortir de son alcoolisme. Parce que le livre est aussi extrêmement drôle et en même temps tragicomique. Depuis que je ne bois plus d'alcool, j'ai retrouvé un homme que je ne connaissais pas. Il m'arrive de me griffer les mains, de me pincer les doigts avec mes ongles pour supporter l'ennui et le vide. Tout se déroule lentement quand on ne boit pas. Boire, c'était la vitesse. Or, la vitesse est l'ennemi du vide. Un divorce... sa femme l'a quitté à cause de la boisson. Un divorce entraîne la culpabilité, le sentiment de faute étant un effet de relief sur la terre lisse. La vie d'un être humain est l'édification de reliefs que la mort et le temps finiront par lisser. Un de ces reliefs consiste à se rendre compte qu'il n'existe pas deux humains identiques. De là naît le désir de promiscuité. Toutes les femmes sont différentes, et cela nuit à l'amour platonique. À l'âge que j'ai, je ne dirais pas que les sexes importent peu, mais à travers le sexe, on a tout à coup l'impression de découvrir une dimension qui n'est de nature ni corporelle, ni strictement libidineuse. Eros est assurément un ordonnancement de l'esprit fondé sur la convoitise des détails de ce qu'on aime. C'est une inclination qui nous pousse vers la beauté. On passe de la luxure à la beauté en empruntant un chemin bordé d'arbres touffus qui sont nos années, celles qu'on a célébrées. Par conséquent, dans ma vie comme tant d'autres, le platonisme et la promiscuité se sont livrés bataille. C'est toujours douloureux, mais pour finir, un divorce dans le monde capitalisme se résume à une lutte pour le partage des biens, car l'argent est plus fort que la vie, la mort et l'amour. L'argent est le langage de Dieu. L'argent est la poésie de l'histoire. L'argent est le sens de l'humour des dieux. La vérité est ce que la littérature a de plus intéressant. Raconter tout ce qui nous est arrivé de notre vivant. Ne pas raconter sa vie, mais la vérité. La vérité est un point de vue qui brille aussitôt par lui-même. La plupart des gens vivent et meurent sans avoir été témoins de la vérité.
Le côté comique de la condition humaine, c'est qu'elle n'a pas besoin de la vérité, considérée comme un ornement moral. On peut vivre sans vérité, car elle est une des formes les plus prestigieuses de la vanité. Je pourrais vous lire tout le livre. Donc ça s'appelle Ordessa et c'est publié aux éditions du Sous-Sol. Ouais. Et je voudrais rendre hommage, parce qu'on ne le fait jamais assez, aux livres étrangers qu'on lit avec passion, sans jamais citer leurs traducteurs, qui font un travail absolument remarquable. Et donc c'est traduit par Isabelle Gugnon. Eh bien, merci pour cette magnifique découverte. Manuel Villas, Ordessa. Alors, on va libérer Dany. Mais... Parce que c'est un moment de luxe. Ah, merci. C'est un grand moment de luxe. Au lieu de lire, d'entendre Laure lire des choses, c'est extraordinaire. Donc, j'espère que vous allez lire ça. Ben oui, bien sûr que je vais le lire. Manuel Villas, en plus, il est beau. Alors donc. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dany. À très bientôt. J'espère ici avec votre spectacle. Vous retrouver bientôt. C'est par là. Le sac de l'or. C'est par là. Alors, on va pas rester longtemps toutes seules, toutes les deux. J'espère. S'il y a deux amis qui arrivent. Voilà, je vous rassure, on va avoir une magnifique compagnie dans quelques instants, parce qu'on va accueillir deux artistes qui célèbrent l'amour, la poésie en musique. Marie Modiano, qui est auteur et qui écrit ses chansons avec Peter von Paul. Et Marie a sorti un très joli recueil qui s'appelle Pauvre chanson, où vous pouvez retrouver tous ses poèmes. Et avec Peter, ils ont tissé un album. Et ils ont mis en musique ces textes. Et ils vont vous en interpréter un extrait ce soir, avec un poème qui s'appelle Horloge, suivi de l'amour à rebours. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Marie Modiano et Peter von Paul. Bonsoir. 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 Dans l'eau, ton reflet, ou bien le mien. Je te cherche, je ne suis rien sans toi. Je ne peux pas te répéter à longueur de journée combien je t'aime. Tu vas finir par te lasser. Pourtant, je t'aime et j'aime le son de ce je t'aime qui glisse à travers mes lèvres avant d'arriver jusqu'à toi. Hier, j'ai écrit dans mon cahier le mot infini plusieurs fois. J'ai espacé les lettres sur la page blanche tout en tentant d'y superposer des images dans mon esprit. I espace, N espace, F espace, I espace, N espace, I espace. Notre fils était dans sa chambre et il construisait une horloge en assemblant des bouts de papier. C'était une horloge qui ne faisait pas bouger le temps. Le 6, le 7 et le 9 étaient écrits à l'envers. C'était une horloge qui faisait que les choses restaient et ne partaient jamais. Alors, dans mon infini, je t'ai vu. Oui, c'était toi. J'en suis sûre.
L'éternité enlace nos premiers face à face. Serons-nous au rendez-vous? Est-ce que la même ivresse, le besoin de tendresse viendront nous suivre à jamais? Qui sème l'amour à rebours, celui qui n'a pas d'âge. Traverserons-nous ensemble de longs passages qui tremblent, sans s'éloigner l'un de l'autre, qui sème l'amour à rebours, sans jamais faire naufrage. Demain ne fait plus peur, ici ou bien ailleurs. Avec toi jour après jour, qui sème l'amour à rebours, celui qui n'a pas d'âge. Si on s'aimait pour toujours, sans jamais faire naufrage. Merci. Merci beaucoup. Je vous rejoins avant que Peter ne se sauve parce que je sais qu'il est timide. Merci beaucoup d'être venu. Je crois que vous êtes en train d'enregistrer, de finaliser votre album, le prochain album. Oui, le premier album de duo. Oui. C'était pour valider et qui reprend, je crois, des grands standards. C'est un mélange de composition originale et de reprise. Et en fait, il y a un spectacle qui va... ça a inspiré un spectacle qu'on a joué le mois dernier à Beaubourg, ouais. Et qui va tourner. Donc,
en fait, c'est la première fois qu'on fait ça. Il y a des textes aussi, mais de la vidéo, et c'est un spectacle qui accompagne ce prochain album. Bon, qui sort au printemps. Au printemps. Bon, eh ben merci beaucoup Peter. Je vais garder un petit peu Marie avec nous. Et merci beaucoup pour ce joli moment. Merci, merci, merci. Venez. Vous pouvez vous installer là. Alors voilà, alors, on est avec Marie Modiano. Vous vous connaissez? Elle a accepté mon invitation. Elle est venue un jour dans l'émission que je fais et c'était magnifique parce que Marie, vous aviez accepté de dire vos poèmes et vous aviez accepté d'improviser aussi musicalement. Voilà, c'était merveilleux. Et on s'est rencontrés la première fois, je crois, ici. Oui. Oui, dans des tristes circonstances. Voilà, dans des tristes circonstances. Mais on va en parler puisque vous avez commencé. Voilà. C'était une soirée très triste. Et j'en profite pour remercier Olivier Chaudançon. Je ne sais pas s'il est dans la salle. C'est la personne qui s'occupe de cette maison de la poésie, mais qui avait accepté cette idée que nous puissions rendre hommage à une amie qui avait disparu extrêmement jeune et de manière extrêmement violente, qui était écrivaine, qui s'appelait Emmanuelle Bernheim. Et on a fait cette soirée en son hommage et vous étiez venu dire des poèmes pour elle. Donc c'est un lieu qui, c'est vrai, vous jouez souvent et que j'aime particulièrement, et à chaque fois j'ai des souvenirs intenses ici. D'ailleurs, il y a 2 ans. On s'est rencontrés ici même pour la première nuit de la lecture avec Reading Wild, et on avait fait le questionnaire lecture. Alors Marie, je vais profiter de votre présence quand même pour vous demander quelle lectrice êtes-vous, Marie Modiano? Une lectrice consciencieuse. Enfin, ça paraît un peu ennuyeux, mais c'est-à-dire que même si je n'aime pas un livre, je suis obligée de le finir. Non, mais après, je ne fais pas le même métier. J'imagine si je recevais 50 livres par semaine. Mais comme je choisis mes lectures assez méthodiquement, en général, je me dis peut-être à la dernière page, il y aura quelque chose que je vais aimer. Donc, j'arrive pas Après, j'exagère, j'ai dû abandonner quelques voilà, livres. Mais pas si souvent que ça. Donc, et puis un peu comme tout le monde, quand je découvre un auteur, je suis un peu méthodique, méthodique, monomaniaque. Donc, et surtout, passionnée, puisque comme les livres ou les personnages de romans m'ont accompagnée, m'accompagnent en fait comme des amis, donc j'ai un rapport au livre assez vivant. Enfin, pour moi, les livres, c'est la vie en fait. Quand vous dites les personnages m'accompagnent comme des amis, vous pensez à quel personnage Il y en a beaucoup. Après, c'est aussi des écrivains où si on lit quelque chose, on peut se sentir particulièrement proche d'écrivains. J'avais même écrit une chanson qui s'appelait Carson, Flannery and Jean. Donc, c'était vraiment en hommage à Carson McCullers, Jean Rhys, Flannery O'Connor. Donc, c'est vrai que souvent, même quand on rencontre des gens et que ce soit amical ou amoureux, moi, ça m'est peut-être par timidité, je ne sais pas, mais de en fait donner des livres pour comme si on donnait une partie de soi-même en fait. Donc les livres, je pense, deviennent votre paysage intérieur et ce que vous êtes en fin de compte. Quels sont les livres que vous avez le plus offerts? S'il y en a un ou deux que vous avez particulièrement. Alors, je crois que j'avais répondu il y a 2 ans. C'est un livre, c'est aussi des livres assez légers, comme j'aime bien les biographies. Alors, j'ai beaucoup offert les mémoires de Sarah Bernhardt, que j'avais particulièrement aimé, et tous les livres, évidemment, de Carson McCullers. Surtout quand j'étais adolescente. Voilà, ça résonnait en moi très fort. Et beaucoup de poésie, en fait. J'ai beaucoup de poésie. C'est venu très tôt, l'amour de la poésie? Oui, à partir du moment où j'ai appris le premier poème à l'école, j'ai su qu'il y avait... Même le fait de l'interpréter me transportait ailleurs, en fait.
Vous en écrivez de magnifiques. Quel est quand vous écrivez, quel rôle jouent vos lectures dans votre inspiration, dans votre création? Est-ce que vous retrouvez des traces ou c'est deux mondes différents, l'écriture et la lecture? Non, je pense que n'importe quelle personne qui écrit porte aussi, au-delà de sa propre expérience de la vie, ce qu'il a lu ou vu ou entendu. Comme je suis musicienne, moi, c'est aussi beaucoup de choses que j'écris, même de la poésie. Donc il n'y a pas la musique, c'est pas comme une chanson, mais j'ai tout le temps une sorte de musique en moi intérieure, ou une musique qui existe déjà. Quand j'ai écrit des romans, c'est pareil comme une bande son. Moi, c'est très lié à la musique en fait, la langue, les sonorités. Et alors, Laure, vous avez écrit un magnifique livre culte aujourd'hui, Les femmes qui lisent sont dangereuses, avec Stephen Bollman. Oui, c'est pas un livre. C'est un ouvrage culte. D'abord, c'est Stephen Bollman qui a fait tout le boulot. C'est lui qui a trouvé le titre. Non, mais il faut raconter la absolument. vérité. Ouais. C'est des histoires qui se sont négociées entre éditeurs à la foire de Francfort. Ah. Et c'est un moins romantique. C'était moins romantique. Non, je suis désolée, mais il faut reconnaître. Donc Stephen Bollman est un historien de l'art extrêmement connu en Allemagne. Il a eu cette idée d'aller dans les musées d'Allemagne, essayer de repérer les figures de femmes qui lisaient dans les tableaux. Il n'en a pas trouvé beaucoup, mais enfin assez pour proposer un livre d'images. Absolument. Et c'est un éditeur français qui m'a proposé d'en faire un livre. Et nous avons travaillé avec Stephen Bollman, tous les deux. Et ce livre n'est pas vraiment un livre. En tout cas, je ne le considère pas comme un livre. C'est un accompagnement, si vous voulez, comme une sorte de légende. Et moi-même, j'ai fait des recherches pour trouver d'autres tableaux de femmes qui lisent dans les musées français. Et c'est une sorte d'accompagnement historique de la figure de la liseuse à l'intérieur des tableaux depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais l'historienne que vous êtes y a ajouté beaucoup d'informations et d'éléments essentiels sur la place des femmes dans la société. À partir de la figure de la liseuse, d'abord, il n'y a pas beaucoup de tableaux effectivement qui figurent des femmes qui lisent. Donc déjà, on s'aperçoit que la femme, elle est plutôt figurée en tant que mère ou en tant qu'épouse dans les tableaux du XVIIe, du XVIIIe, et je ne vous parle pas du XIXe siècle, qui est un siècle, l'apogée de la famille et de la femme mère de famille. Mais donc, ça permet effectivement de lire le statut de la femme et de voir ce statut évoluer. Et d'autre part, sur la femme lectrice, il y avait très peu de bibliographie. Il y a très peu de textes universitaires et très peu de recherches qui ont été faites sur la femme qui lit. Et pourtant, la femme qui lit, et plus particulièrement au XIXe siècle, c'est un sujet central pour comprendre de quoi sont faites les représentations des femmes dans la société, et notamment dans les classes populaires, petites bourgeoises et bourgeoises. Car, et pour parler d'amour, nous allons revenir au romantisme, parce que si vous vous souvenez, par exemple, de Madame Bovary, pourquoi Madame Bovary veut-elle tomber amoureuse? Parce qu'elle a lu des livres qui parlaient d'amour. Elle cherche l'amour parce que l'idée de l'amour s'est élaborée dans sa tête et elle a cru que l'amour existait parce qu'elle l'a lu dans les livres. Et étant une lectrice passionnée, elle a cru que ce qui était dans les livres, c'était le reflet de la vérité. Et à l'époque, effectivement, Gustave Flaubert n'a fait que retranscrire une réalité tout à fait prosaïque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu l'essor de l'imprimerie, les presses à bras, la possibilité d'éditer des livres et de pouvoir les vendre dans la rue, exactement comme des espèces de gros journaux, il y a eu une popularisation des livres qui ne coûtaient pas cher, et beaucoup de jeunes femmes et de femmes moins jeunes achetaient des livres pour pouvoir s'évader. Comme l'a dit tout à l'heure Daniel, qu'est-ce que c'est qu'un livre? C'est m'évader. Et ben, c'est exactement ce que le statut du livre, déjà depuis les années 1830. Et donc l'idée de l'amour, eh ben Emma, elle l'a parce qu'elle l'a trouvée dans les livres. Après, quand elle verra que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça,
Mais donc, à partir de cette figure de la lectrice, on peut décoder, décrypter et essayer de comprendre, effectivement, beaucoup de choses fantasmatiques, imaginaires, mais aussi bien réelles sur le statut et l'évolution de la femme. Ce qui fait quand même un beau livre. Les femmes qui lisent sont dangereuses. Regardez, c'est vrai. C'est un vrai livre, il est là. Mais c'est vrai que les femmes qui lisent sont dangereuses. Un livre essentiel. C'était La certitude de Gustave Flaubert, qui nous a fait quand même un chef-d'œuvre avec Madame Bovary. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Les femmes qui lisent sont dangereuses. Pourquoi elles sont dangereuses ? Parce qu'elles ont un imaginaire beaucoup plus riche, beaucoup plus galopant, beaucoup plus sauvage. Elles rêvent leur vie, elles inventent leur vie par la force de leur lecture. D'ailleurs, ce sont les femmes qui achètent les livres, y compris pour leurs mecs. Non, mais c'est la vérité. Alors, peut-être pas dangereuse, juste plus... Dangereuse, c'est bien d'être dangereux. Oui. Dangereuse et marrante. Dangereuse, c'est encore mieux que d'être dangereux. Ouais. Non, mais dangereuse au sens de transgresser sauvage, pour avancer. Imaginative, libre, sortir des règles. Alors justement, on va recevoir un homme qui lit énormément. C'est un artiste qui s'appelle David Assaraf, que vous connaissez, Marie. Je crois qu'il a joué en première partie à un concert que je suis venue voir de vous au Café de la Danse. Alors David Assaraf, il a présenté un spectacle ici où il a mêlé justement des références littéraires, la lecture de textes qu'il aimait, avec ses morceaux issus de son premier album, Ceux qui dorment dans la poussière, qui est un magnifique album. David est auteur-compositeur et il va vous proposer une lecture et un morceau. Il va arriver. Bienvenue David. Il était bien, il peut rester. Je peux changer de texte. Bonsoir. Alors moi j'écoutais, c'est vrai que de passer d'écouter, d'être attentif à tout ce qui se dit, parce que c'est assez passionnant, et d'arriver, je vais vous faire un morceau, il y a une transition qui n'est pas forcément évidente, mais on peut discuter un petit peu. On peut discuter un petit peu. Qu'est-ce que vous avez du coup ressenti à l'écoute de ce qu'on disait ? Alors il y avait ce texte de Villas que je ne connaissais pas, que je trouve assez incroyable et qui, en fait, j'ai un rapport au livre où j'ai envie de dire, et ça va vous faire peur, ce qui compte, c'est la religion et la Bible. Mais dans son sens étymologique, c'est-à-dire se relier, et le livre. C'est-à-dire c'est ça qui fait nos civilisations. Enfin, j'entends ce partage perpétuel, ça part de là. Et puis, vous parliez des traducteurs. Alors moi, j'ai pas le traducteur de l'auteur que je vais lire, mais c'est vrai que c'est fondamental parce que justement, le traducteur, c'est celui qui permet à une œuvre de circuler et de rencontrer d'autres cultures. Donc, c'est une mission parfois négligée, mais qui est hautement essentielle dans la circulation des œuvres. Voilà. Et vous, David, juste avant vous, pourquoi c'était important pour vous, quand vous avez présenté au public ici même vos chansons, de relier comme ça des textes ? Comment avez-vous eu cette idée ? C'est-à-dire, j'aime bien imaginer qu'on est tous en soi une espèce de, pas un gouvernement, mais une espèce d'État qui se construit avec ses références, avec ses auteurs, et qui complète en fait la richesse humaine qu'on sent se développer en soi, et ça développe en fait à l'inverse d'un code ou d'une règle, ça révèle ce que nous sommes, et c'est ça qui est fascinant, parce que c'est ce qui nous grandit finalement, et nous permet aussi d'aller vers l'autre. Donc j'avais envie, à travers le spectacle que je présentais ici, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, c'était de raconter en fait les poètes ou les auteurs qui ont eu une résonance particulière et donc qui m'ont mené aussi à devenir ce que je suis et à continuer d'être ce que je ne suis pas encore. Donc c'était une façon de prendre avec moi des camarades de route, de vie, et qui nous portent. Enfin, c'est le fameux bouquin de Hannah Arendt sur la crise de la culture, sur ces beautés qui nous apparaissent, et avec la certaine distance qu'on prend en considérant simplement le fait de leur apparition. Et ça me faisait aussi penser à Villas, quand son rapport
à l'être aimé, enfin, j'ai pas lu le livre, mais en tout cas, je sentais cette idée d'une contemplation ou de l'apparition amoureuse, tout son développement sur Eros et ses pulsions, et au fait où il n'y a pas forcément un objet, j'entends, c'est pas forcément une réification au sens sartrien ou autre chose, c'est aussi une sublimation, et c'est aussi quelque chose qui nous élève. Et ça, cette distinction, à nos époques, elle est importante d'être redite, qu'il y a une différence entre contempler ce qui apparaît ou la chosifier. Voilà, c'est en ce sens que j'ai choisi un texte de Bukowski qui parle d'une femme endormie. Et justement, il la décrit comme cette apparition, et comment il perçoit cette apparition avec une distance, et comment il raconte uniquement ce à quoi il assiste, en fait. Et c'est en ça que j'ai aussi choisi ce texte, c'est que les histoires d'amour, ou les poèmes d'amour, je sais qu'il y en a beaucoup, mais c'est la première rencontre avec l'autre. Et c'est cette altérité première qui nous fait accepter l'autre dans ce qu'il est, différent de nous, justement. Et c'est pour ça que j'aime ça. Eh bien, on va vous écouter, et surtout après aussi écouter une de vos chansons. Ce qui dort dans la poussière, je vous le conseille, je crois qu'il sera avant l'entracte. Oui, vraiment. Là, je crois. C'est un album magnifique. Je vais vous l'offrir, alors, si vous ne l'avez pas encore écouté. On vous écoute, David. Alors, chanson, j'espère que mon piano n'a pas trop pu. Bon, ça va. On est pas mal, hein, quand même. Donc, c'est un texte de Bukowski, dans Les jours s'en vont, comme des chevaux sauvages dans les collines. Et le poème est Femme endormie. Peut-être qu'il y en a. Cette chanson est pour elle. Je me suis assis dans le lit, au milieu de la nuit, et t'écoute ronfler. Je t'ai rencontré à la gare routière, et maintenant je m'émerveille devant ton dos, d'un blanc maladif et couvert de taches de rousseur de l'enfance, tandis que la lampe dépouille l'insoluble tristesse du monde sur ton sommeil. Je ne vois pas tes pieds, mais je devine qu'il n'existe pas de pieds plus charmants. À qui appartiens-tu? Es-tu réel? Je pense à des fleurs, des animaux, des oiseaux. Ils semblent tous si bons et si manifestement réels. Tu ne peux pourtant pas t'empêcher d'être une femme. Nous sommes tous choisis pour être quelque chose. L'araignée, le cuisinier, l'éléphant. C'est comme si chacun de nous était une peinture accrochée sur le mur d'une galerie. Et voilà que la peinture se retourne sur le dos, et au-dessus du coude plié, je peux voir une demi-bouche, un œil et presque un nez. Le reste de toi est caché à la vue, mais je sais que tu es une œuvre contemporaine, d'une modernité vivante, peut-être pas immortelle, mais nous avons aimé. S'il te plaît, continue à ronfler. J'ai rêvé cette nuit d'un souvenir enfui
J'étais devant ta porte, j'espérais que tu sortes. Le ciel gorgé de pluie, ton chignon comme un fruit que je pressais souvent. Je me souviens ce jour, petite fée dans la cour. Si je n'aime la vie, j'aime encore ce moment. Je vois tes yeux qui brillent, valser dans Bastille. Tes taches de rousseur qui m'arrachaient le cœur. La chaleur rue Sainte-Anne, l'enfance qui se pavane. La vie était devant. Je me souviens ce jour, on n'a pas fait l'amour. Si je n'aime la vie, j'aime encore ce moment. On n'a jamais manqué de se passer à côté. Si tu vivais encore, c'est moi qui ferais le mort. Dans ma mémoire tu nages, dans tes fringues trop larges. Je m'accroche à toi dans l'eau. Je me souviens ce jour, dans ce bar j'étais pour. Si je n'aime la vie, j'aime encore ce moment. Voilà. Merci beaucoup et merci pour l'invitation et merci pour ces découvertes et ces belles lectures. Voilà, donc ça continue. Avec plaisir. Oui, ça continue. On a fait un beau concert aussi aux Trois Baudets avec vous. Voilà. Donc il y a plein de belles histoires sur scène à raconter, de lecture, de littérature et de chansons. Et pourvu que ça dure. Et pourvu que ça dure. Merci beaucoup, David. La première partie touche à sa fin. Laure, merci beaucoup pour ce beau moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ben oui, mais je vais aller retourner lire. Hein. Merci Marie. Je voudrais dire un petit mot sur les mots, justement. Je voudrais dire que la littérature, évidemment, ça sert à nous élever, à nous transformer, à nous révolutionner, à voir la vie autrement. Mais je voudrais dire aussi que quelquefois, les mots peuvent changer des situations. Et je voudrais dire que le livre de Vanessa Springora, qui s'intitule « Le consentement », et qui est aujourd'hui un très grand succès, alors qu'il est en vente depuis 15 jours, est en train de transformer une situation. Donc ce livre est exceptionnel, d'abord parce que la personne qui l'a écrite a trouvé les mots pour le dire, comme disait Maria Cardinal, et aussi parce qu'elle a considéré que les mots pouvaient transmettre sa vérité et faire en sorte que cette vérité soit universalisable, et faire en sorte que des personnes, comme des éditeurs, comme Antoine Gallimard, qui a dit qu'il avait été ému, je le cite,
par la souffrance que Vanessa a éprouvée durant toutes ces années grâce aux mots qu'elle a su transcrire sur des pages aujourd'hui imprimées, mais aussi des juges, mais aussi d'autres jeunes filles qui sont en train de déclarer ce qu'elles ont vécu, etc. Je voudrais rappeler que la littérature, elle a aussi ce pouvoir-là, cette puissance des mots, et je pense qu'il faut saluer cette force de la littérature. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ça y est, vous repartez lire. Bonsoir. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. Je vous invite à aller vous rafraîchir, profiter des photos de Francesca Mantovani, et on se retrouve avec Mathias Malzieu dans un petit quart d'heure. Voilà. À tout de suite. Merci. Merci.